Bonjour Monsieur Mariani. Bonjour. Vous avez visité récemment les Crimée et pourtant je veux poser la question concernant la politique européenne des soutiens qu'ils ont donnés à l'organisation qui est admise comme terroriste dans plusieurs des pays, aussi les pays arabes, 19 pays arabes, aussi en Allemagne. C'est l'organisation qui s'appelle Hizb Ut-Tahrir. Cette personne a été arrêtée et l'Union européenne immédiatement a demandé la libération sans délai. Comment expliquez-vous cette politique de l'Union européenne au soutien des organisations qui est reconnue comme terroristes? Vous savez, quand M. Borrell a passé son audition à la Commission des Affaires étrangères pour devenir commissaire et être approuvé par les députés, je me souviens toujours d'une question que je lui avais posée. Parce qu'au début de son entretien, il ne parlait que de l'ennemi qui était la Russie. Et je lui ai dit, excusez-moi, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on parle, mais vous n'avez jamais parlé du terrorisme. Et je pense que cette situation résume bien ce que pense l'Europe, ce que pense M. Borrell. Le danger, c'est la Russie, et le terrorisme, c'est secondaire. Et donc, en réalité, dans cette condamnation de l'arrestation de personnes qui seraient reconnues comme terroristes, vous l'avez dit, en Allemagne ou dans d'autres pays, par les Russes, et l'immédiate condamnation par l'Europe, en réalité, on voit cette obsession anti-russe de l'Union européenne qui continue. C'est-à-dire, tout ce qui se passe au niveau de la Russie est forcément condamnable, et ça aboutit par moments à des incohérences. L'incohérence de la politique européenne, on le voit dans de nombreuses régions. Regardez par exemple ce qui se passe en Syrie, où l'Union européenne en est à reconnaître et à regarder avec sympathie certaines organisations qui sont de manière évidente dans la mouvance du terrorisme islamique. Et ce qui se passe en Crimée aujourd'hui est exactement dans cette ligne, c'est-à-dire qu'importe que ces gens-là soient dans une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, du moment qu'ils ont des problèmes avec la Russie, ils doivent être soutenus. Moi, je suis la question dans ce contexte parce que l'Europe déplore maintenant cette distance que le président Erdogan prenne de cet héritage laïque kémaliste, parce que maintenant, c'est le mouvement d'islamisation de la Turquie. C'est Erdogan qui soutient tous les mouvements islamistes aussi au Crimée. Et moi, je pose la question, est-ce que ce n'est pas le jeu dangereux aussi de soutenir cette islamisation d'île? Et qui sont les profits de l'Union européenne dans cette situation? Parce qu'il soutient de facto aussi l'islamisation de la Turquie, les mouvements. C'est le même jeu dangereux que celui qui avait été joué dans les années à la fin du XXe siècle, où en réalité l'Occident avait choisi de soutenir via le Pakistan, via les services spéciaux pakistanais, les organisations islamistes, parce que c'était les organisations qui étaient très souvent au premier rang dans le combat contre l'armée soviétique en Afghanistan. Et donc, on a vu après comment ça aboutit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les avait soutenus et armés, eh bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés et on voit aujourd'hui où en est l'Afghanistan. Donc, c'est le même jeu dangereux qui consiste à penser que les ennemis de nos ennemis sont forcément nos amis, sauf que les ennemis de nos ennemis sont par moments encore plus dangereux que nos ennemis de premier plan, si je puis dire. Mais si on voit aujourd'hui les problèmes qu'ils ont à l'Afghanistan, parce que maintenant les talibans, c'est l'obstacle pour le progrès du pays. C'est en effet, même le président Trump maintenant a dit que c'est vraiment la situation, c'est un blocage à cause des talibans. Mais Hillary Clinton déjà admis le fait que ça a été la politique erronée de soutenir les talibans à l'époque. Pourquoi l'Union européenne répète tout le temps les mêmes erreurs? Pourquoi il y a ce désir de punir la Russie qui est beaucoup plus fort? Parce que je pense que le logiciel, si vous voulez, de penser n'a pas changé chez certains depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on est encore sur un logiciel guerre froide, avec l'OTAN et le pacte de Varsovie, qui n'existe plus, puisque le pacte de Varsovie a été dissous, et où en réalité, l'ennemi reste, quoi qu'il arrive, la Russie. D'ailleurs, toutes les manipulations viennent des Russes. Et en oubliant deux choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a un géant qui s'appelle la Chine,
et qui, à mon avis, en termes économiques ou en termes de souveraineté, deviennent de plus en plus préoccupants et peut-être plus dangereux que la Russie. Et deuxièmement, qu'on a la montée de l'islamisme. Mais comme un certain nombre d'esprits sont formatés sur la Russie, la Russie, la Russie, d'abord, je répète, l'audition pour moi de M. Borrell était révélatrice. C'est-à-dire qu'en réalité, il a expliqué, avant de devenir commissaire européen, et pour que les députés européens votent pour son approbation, que l'ennemi principal, c'était, ça restait et ça restera la Russie. On est exactement dans la même logique qui conduit en général à des catastrophes. Monsieur Mariani, donc prenons de l'autre côté, qui sont les soucis des Tatars de Crimée aujourd'hui? Parce qu'ils ont reçu la langue comme la langue officielle. Ça n'était pas auparavant parce que l'Ukraine a assimilé tous les peuples aussi de Crimée à l'époque. Donc, qui sont les soucis? Parce que vous avez voyagé là, vous avez visité. Pourriez-vous partager l'impression? Vous savez, j'ai la chance d'être allé à peu près plus de 20 fois en Crimée. J'ai arrêté de compter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand j'étais député français, je l'ai été pendant 25 ans, j'ai été président du groupe d'amitié France-Ukraine. Et à cette époque, je suis allé très souvent en Ukraine et très souvent en Crimée. Pourquoi? Parce qu'en Crimée, il faut savoir, il y a le plus grand cimetière militaire français à l'étranger, à Sébastopol. Suite à la guerre de Crimée en 1853-56, si ma mémoire est bonne, on a 90 000 soldats français qui sont morts et dont les dépouilles sont plus ou moins enterrées dans des fosses communes à Sébastopol. Et un ambassadeur à qui je rends hommage, Henri de Surmain, s'était occupé de la restauration du cimetière militaire et j'avais suivi ça. Et donc j'ai eu la chance de voir la situation en Crimée à l'époque ukrainienne et à l'époque russe. Qu'est-ce que je peux dire en réalité? Quand on regarde la situation des Tatars de Crimée, à mon avis, elle est nettement préférable aujourd'hui que ce qu'elle était du temps de la souveraineté ukrainienne. Pourquoi? Parce que vous le savez, en même temps que le référendum, donc mars 2014, qui a marqué le rattachement et le retour de la Crimée à la Russie, il a été décidé après par les autorités de Crimée que désormais il y avait les 3 langues traitées à égalité. Le russe, mais aussi l'ukrainien, mais aussi le tatar. Alors qu'on oublie qu'en février 2014, ce qui a d'ailleurs déclenché une partie de la sécession, le Parlement ukrainien avait décidé que la seule langue officielle était désormais l'ukrainien sur tout le territoire. C'est-à-dire que pour les Tatars de Crimée ou pour les Russes de Crimée, c'était la fin quasiment de l'usage de leur langue dans de multiples circonstances. Donc je suis désolé, mais aujourd'hui j'ai l'impression que la minorité de Crimée est utilisée pour des raisons politiques. D'ailleurs, quand on dit, certains observateurs me disent, mais vous avez vu, la population minoritaire de Crimée est maltraitée. Je leur dis, ah bon, si déjà il y a une population minoritaire, ça veut dire qu'il y a une population majoritaire. Donc c'est déjà un fait de reconnaître que la population de Crimée est majoritairement russe. Et quand vous allez en Crimée, vous apercevez que depuis 2014, d'abord, le territoire a redémarré. Moi, je me souviens, quand on atterrissait à Simferopol et qu'on roulait en Crimée, les routes étaient pourries, les équipements publics étaient pourris. Je ne dis pas que maintenant tout est merveilleux, mais on voit que ça a redémarré. Infrastructure, je dis souvent, c'était un peu la Belle au bois dormant qui se réveille. Et aujourd'hui, vous voyez depuis des années des constructions, depuis 2014, des constructions qui ont repris partout. Vous voyez des équipements qui ont repris partout, donc c'est un territoire qui a redémarré. Deuxièmement, vous voyez que ce soit au niveau religieux, vous avez à nouveau une mosquée qui a été construite, qui est contrôlée bien sûr par l'État pour éviter de tomber dans le terrorisme. Et vous voyez que finalement, en matière de libération, en matière, j'allais dire, de liberté, au niveau de la religion, au niveau de la langue, les Tatars de Crimée sont certainement bien mieux traités aujourd'hui que ce qu'il était avant 2014, à savoir avant le rattachement à la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique des sanctions contre la Crimée? Parce que maintenant, il y a aussi les problèmes avec l'eau, là. Parce que c'est difficile pour les gens de comprendre s'ils sont les victimes de la Russie, pourquoi ils ont puni dans telle manière, parce que l'eau, c'est une ressource, disons, primordiale pour la vie. Et maintenant, l'Ukraine, ça fait assez longtemps, ils ont coupé l'eau et le parti d'île des péninsules souffre de ce phénomène. Et où est la logique de l'Union européenne? Il n'y a pas de logique. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ils avaient coupé l'électricité.
Ils avaient coupé l'électricité. D'ailleurs, c'est à Yalta, je crois, où vous aviez un monument à un moment d'une immense ampoule qui symbolisait cette période où pendant quasiment 2 mois, la Crimée n'avait pas d'électricité et qui se débrouillait avec des groupes électrogènes. Maintenant, la Crimée est autonome en matière électrique. Après, vous avez eu les chantages sur la livraison de certaines productions. Là aussi, maintenant, grâce au pont qui a été construit dans le détroit de Kertch, qui relie la Crimée au reste de l'Ukraine, au reste de la Russie, et qui justement maintenant est un pont à la fois ferroviaire et routier, eh bien, les matières premières circulent sans aucun problème. Non, donc aujourd'hui, maintenant, le dernier chantage, c'est sur l'eau. Vous savez, moi je dis toujours, quand je reviens de Crimée, aux journalistes qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous avez vu ?» J'ai dit « Rien. » Rien, parce qu'il ne se passe rien, quoi. Je veux dire, c'est, excusez-moi, moi qui suis du sud de la France, ça me rappelle la Côte d'Azur. C'est-à-dire au niveau des paysages et au niveau des touristes. Et on me dit, mais vous n'avez pas vu des forces d'occupation J'ai dit, écoutez, il y a plus de militaires sur la place du Luxembourg, à Bruxelles, très souvent, qu'en Crimée. Parce qu'en réalité, on voit très bien qu'il n'y a aucun problème interne. Et je comprends pourquoi les autorités ukrainiennes sanctionnent les journalistes qui vont faire des reportages en Crimée sans passer par l'Ukraine. Parce que forcément, quand on va faire un reportage en Crimée, à la sortie, on se dit, mais où est le problème ? On voit bien qu'il n'y a aucune occupation et quand on peut discuter avec les gens, parce qu'on parle un peu russe, ce qui est mon cas, et qu'on peut discuter totalement librement, les gens vous disent qu'il y a aucun, voilà, ils sont contents d'être revenus et que de toute façon ils étaient majoritairement russes et que pour eux l'histoire a repris son cours normal. Mais où est le but de cette stratégie européenne pour sanctionner tout le temps la Crimée où est le but ? Qu'est-ce qu'elle attend de la Russie? Parce que ça, c'est pas clair. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a toujours le même logiciel, comme je le disais tout à l'heure. On est sur un logiciel guerre froide. Je pense que l'Union européenne, excusez-moi, n'a pas d'existence en matière de relations internationales. Ou plutôt, on n'est que lié à la politique américaine qu'on suit quasiment sur tous les territoires. À part peut-être Israël, où on n'est pas aligné aujourd'hui sur la politique américaine, sur Israël et les territoires occupés, mais regardez, sur l'Iran, sur la Russie et sur plein d'autres sujets, on suit la politique américaine. Or, en réalité, je ne veux pas revenir sur ce qui reste, à mon avis, la matrice de la politique étrangère américaine, qui est d'avoir une Europe divisée. Je ne vais pas vous refaire l'historique du livre de Zbigniew Brzezinski sur le grand échiquier, etc. L'intérêt de l'Amérique, c'est d'avoir une Europe divisée pour avoir une Europe qui ne peut pas la concurrencer. Et donc tout ce qui peut entretenir la division entre la Russie et le reste du continent, eh bien, à mon avis, permet à certains de maintenir leur suprématie. Si la Russie et j'allais dire le reste de l'Union européenne étaient plus proches, c'est sûr qu'on pourrait être un concurrent sérieux en termes économiques notamment, en termes de recherche pour les États-Unis. Ce n'est pas l'intérêt des États-Unis et donc forcément on reste dans cette grille de lecture, d'autant plus que désormais depuis l'élargissement européen aux pays de l'Est, vous avez des pays comme, regardez la Pologne par exemple, qui sont totalement alignés en politique étrangère sur les États-Unis. Est-ce que je peux permettre la dernière question? Parce que j'aurais voulu revenir au sujet des terrorismes, parce que vous êtes du pays qui souffre beaucoup. Vous avez aussi beaucoup de terroristes qui sont surveillés sur la liste S, surveillance. Et ici, au Parlement européen, ils ont dit en Europe en général, il y a 80 000 gens qui sont sur la liste des services secrets. Donc, c'est 3 fois l'armée belge. Donc, c'est-à-dire, la situation en Europe avec les terroristes est critique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment complètement, ils sont complètement obsédés, ils sont les fanatiques de cet islamisme radical. Et moi, je me pose la question, est-ce que cette politique vis-à-vis Hizb ut-Tahrir qu'il mène en soutenant les membres de cette partie en Crimée, est-ce que ça va soutenir aussi les gens qui sont en train de faire les recrutements pour les terroristes ici en Europe? Parce que ça donne, à mon avis, quelques morceaux de prestige. Et ils disent, voilà, vous voyez, nous sommes soutenus là, au Crimée, c'est-à-dire nous sommes admis, nous sommes légaux, et ça peut donner cette sûreté dans le moment des recrutements, parce que ça, c'est le moment très dangereux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les fils des terroristes. Et moi, je me pose la question, à la fois l'Europe
pleurent des terroristes et des terrorismes. Ils cherchent les stratégies afin d'y sortir. De l'autre côté, maintenant, on voit qu'il y a ce soutien assez remarquable et aussi très, très haut niveau, parce que ça a été la déclaration très haut niveau de la diplomatie européenne. Mais vous l'avez toujours eu. Regardez par exemple ce qui s'est passé en France il y a quelques semaines, où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, une ville, Dijon, dans une ville, Dijon, qui est l'une des grandes villes françaises, on a eu pendant 3-4 jours des émeutes où, soyons clairs, une population d'origine maghrébine et une population d'origine tchétchène s'affrontaient. Et on a découvert à ce moment-là que les Tchétchènes qu'on avait acceptés pendant des années n'étaient pas forcément des gentils réfugiés politiques. Mais pendant des années, tout Tchétchène qui arrivait et qui demandait l'asile politique en France ou en Europe était immédiatement accueilli, en oubliant peut-être aussi qu'une partie d'entre eux s'était battue pour le califat en Tchétchénie et que justement les guerres civiles qu'il y avait eu en Tchétchénie, c'était souvent contre des organisations islamistes qui heureusement avaient été défaites. Et donc vous retrouvez la même erreur partout. Oui, moi je crois que malheureusement, comme on le disait en début de cet entretien, comme l'Union européenne fait passer son obsession anti-russe avant ses intérêts de se protéger contre le terrorisme, on voit bien que sur le domaine de la Syrie, sur le domaine de la Russie ou ailleurs, on en arrive, parce qu'ils se déclarent anti-russes, à accueillir et presque à protéger un certain nombre d'individus qui sont extrêmement dangereux et qui sont plutôt dans la mouvance islamiste. Pourquoi il n'y a pas de liste commune européenne sur l'organisation du terrorisme? Pourquoi il y a toujours cette division? Par exemple, mettons en Allemagne, Hizb ou Tahrir, ils sont les terroristes, mais pas dans l'autre pays. Pourquoi il n'y a pas de cette harmonisation de la politique? C'est extrêmement dur. Moi, je suis dans un mouvement qui soutient le fait que chaque pays doit avoir sa souveraineté. Vous savez, vous avez raison, il n'y a pas de liste commune, mais il y a quand même une coopération entre les différents services spéciaux. Donc heureusement, il y a des échanges d'informations informels. Mais en fonction des intérêts des différents pays, on n'a pas de liste commune. Regardez par exemple sur l'Iran, les Moudjahidines du peuple. Pour certains pays, c'est une organisation terroriste. Pour d'autres, c'est une organisation qui n'est pas terroriste. Et vous pouvez multiplier la liste des organisations qui sont tantôt terroristes, tantôt pas terroristes dans les différents pays. Le meilleur exemple étant le Hezbollah. Voilà. Donc, non, je pense que la solution, en réalité, elle est plutôt dans la collaboration entre les services spéciaux pour échanger des informations. Et là, regardez, par exemple, entre la France et la Belgique, au moment des attentats, ça s'est très bien passé. Et puis, deuxièmement, la solution, elle est aussi dans la fin d'un angélisme des États européens vis-à-vis de certaines organisations terroristes, parce que s'ils sont anti-russes, ils sont forcément intéressants. S'ils sont anti-Assad en Syrie, ils sont forcément intéressants. Ben non, il faut reconnaître que souvent, ces oppositions-là sont des oppositions qui sont de véritables oppositions islamistes et terroristes. Merci pour votre éclaircissement, Monsieur Mariani, et à la prochaine. Merci.